Salut les sérivores, et oui, ça fait déjà 1 an que je me suis lancé dans l'aventure YouTube. Le moment est venu pour moi de vous faire une vidéo bilan de cette expérience, de tout ce que j'ai pu apprendre pendant cette année, des difficultés rencontrées, les prises de conscience, l'avenir de la chaîne. Et dans un second temps, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur les différents réseaux, Twitter et Instagram notamment. Donc sans plus attendre, joyeux anniversaire! Winter is coming. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! It's gonna be legend. Wait for it. Punaise! Harry. Goddamn right. Alors je vais commencer cette vidéo par une question du copain Twitter et YouTube Cynico. Allez voir sa chaîne, vous verrez, il est à peu près cool et à peu près pertinent dans ce qu'il dit. Non, je le taquine et il le sait. Je lui fais d'ailleurs une dédicace. Allez suivre sa chaîne d'ailleurs, c'est super cool ce qu'il fait. Le lien est en description. Donc sa question était d'où vient cette passion pour les séries télé et qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne. Ma passion pour les séries télé vient en grande partie de ma mère, de la transmission que m'en a faite ma mère, comme pour le cinéma d'ailleurs, à travers le partage, la découverte de plusieurs œuvres, de plusieurs cinémas, de plusieurs séries télé. Et pour les séries télé, le déclic s'est fait quand j'avais à peu près 13 ou 14 ans avec la série 24 heures chrono. Et ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne YouTube, c'est tout simplement cette passion dévorante que j'ai de parler de cinéma et de séries télé, que ce soit avec mes amis, sur les réseaux sociaux, de voir que globalement les gens appréciaient mes avis, mes conseils, le contenu que je pouvais créer, notamment sur Twitter et un petit peu sur Instagram aussi. Et j'avais aussi envie de me lancer dans un projet qui me stimulait sur un sujet qui me passionnait. Ensuite, les principales difficultés rencontrées, ça a été de savoir quoi raconter, de pas trop s'éparpiller, de quelle façon, sous quel format. Ensuite, un élément que j'avais pas pris en compte, que j'avais un peu négligé, parce que j'en avais aucune expérience, c'est parler face caméra, qui est un exercice beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. En plus, moi qui suis très visuel, j'ai un script préparé que j'ai écrit, que j'ai rédigé. Si j'ai le malheur de changer un seul mot, ça me fait perdre le fil, ça me fait bégayer, et du coup ça me fait rater ma phrase. Donc ouais, il a fallu bien appréhender cet exercice, s'entraîner à bien articuler, quitte à aussi tourner vraiment petit extrait par petit extrait. Et surtout, un autre élément hyper important dont j'arrivais vraiment pas à prendre conscience et à me représenter, c'était le temps que ça allait me prendre. Au début, quand j'ai commencé, je me suis dit ouais, je vais commencer par une vidéo par semaine, ça va être sympa, ça va être fun pour voir, pour commencer. Non, je me suis très vite rendu compte que ça allait pas du tout être tenable. Donc du coup, je me suis plutôt rabattu sur une vidéo par mois, voire tous les 2 mois, pour commencer, parce qu'entre le travail, entre la vie de famille, la vie sociale, prendre le temps aussi de regarder les séries pour pouvoir en parler, préparer un script, le tournage, puis surtout le montage. En fait, le souci, c'est que j'étais tellement excité, un petit peu foufou à l'idée de vraiment commencer, de vouloir faire les trucs bien, que tout de suite, je me suis mis la pression à vouloir me mettre des impératifs et des deadlines, alors que absolument rien ne pressait. Aussi, sur les premières vidéos, j'avais plus ou moins une ligne directrice que je voulais suivre, à savoir commencer par les pilotes pour mon premier épisode, pour ma première vidéo, puis ensuite faire une vidéo sur les séries qui ont changé la télé pour reprendre un petit peu les bases, pour un public peut-être moins averti, puis partir sur un format de recommandation en disant attention, il n'y a pas que des séries américaines ou anglophones, voici des séries étrangères, puis faire une autre vidéo sur mes recommandations de séries françaises un petit peu moins citées. Et par la suite, je suis parti sur des vidéos où je ne parlais que d'une seule série sur un seul format. Je voulais voir aussi comment ça pouvait rendre, ce que ça pouvait donner. Et c'était fait aussi un peu de manière peut-être un peu moins réfléchie, dans le sens où si j'avais envie de parler d'une série, j'allais faire une vidéo dessus, en perdant peut-être un peu plus le fil conducteur, le petit fil conducteur qu'il pouvait y avoir. Et puis il y a eu la vidéo bilan de mon année 2025 en série qui m'a vraiment pris énormément de temps, surtout au montage. Et suite à ça, j'ai décidé de moins me mettre de pression parce que la vidéo sur le bilan m'a vraiment éreinté physiquement sur le montage et j'en voyais pas le bout bizarrement. Et du coup, j'ai décidé d'espacer peut-être un peu plus les vidéos longues, quitte à laisser passer même quelques mois. En fait, c'est dès que j'ai un sujet qui m'intéresse ou une série que j'ai envie de parler, je me mettrai à bosser sur le script et à tourner la vidéo. Mais j'ai vraiment envie de me mettre moins de pression sur les vidéos longues. Cependant, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez traiter, des séries dont vous voulez qu'on parle. Cette chaîne, c'est moi qui l'a fait, mais c'est aussi pour vous. Donc si vous avez des envies ou des sujets, vraiment des souhaits, des questions que vous voulez poser en commentaire, n'hésitez vraiment pas. Ça va peut-être me débloquer des trucs auxquels j'avais pas forcément pensé et peut-être mener à des pistes et des trucs super intéressants pour la suite. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, je vais continuer à créer du contenu en privilégiant les formats courts, les formats short, notamment sur Instagram, YouTube, TikTok, parce que c'est le format qui fait pour moi le plus de vues, c'est aussi ce qui prend le moins de temps, entre guillemets. Ça me permet aussi de travailler différents concepts que je pourrais peut-être moins traiter sur des formats longs. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à créer du contenu
en vous donnant des conseils de séries un peu moins citées, parce que c'est aussi ce que j'ai envie de faire un petit peu par rapport aux autres créateurs de contenu. C'est un truc qui est ressorti dans les commentaires et qui plaisait vachement, c'était que je parlais peut-être aussi de séries un peu moins, entre guillemets, mainstream, un peu moins citées et un peu moins connues que peuvent l'être d'autres séries. Alors même si je regarde aussi des séries mainstream, il faudra aussi que je regarde les séries qui sortent pour pouvoir vous en parler. Donc c'est vraiment être à cheval entre les recommandations, mes recommandations à moi, même s'il me reste évidemment plein de choses à voir et que j'ai des manques sur plein de sujets, et aussi parler des séries qui sortent et un peu plus de l'actualité. Et après il y a aussi les petites vidéos un petit peu classement, pyramide, Frenchcast qui ont plutôt bien plu aussi, donc c'est essayer de créer de la diversité un petit peu dans la création de contenu. Donc même si on a toujours un peu la folie des grandeurs en disant je vais faire des milliers de vues, je vais faire des dizaines de milliers d'abonnés, je me suis rendu compte que c'est un travail de longue haleine. Donc là en un an sur YouTube on arrive presque aux 300 abonnés, on est à 286 si je dis pas de bêtises. Sur Insta, on plafonne à 200, sur TikTok, on a passé les 220 là en quelques mois. Donc quoi qu'il en soit, je continue à recevoir des commentaires assez sympas sous mes vidéos qui font vraiment plaisir. On m'a même écrit à plusieurs reprises, que ce soit sur Insta ou sur Twitter, pour me demander des conseils de séries tout simplement. Au courant de l'année dernière, on m'a même contacté pour participer à plusieurs lives YouTube pour parler cinéma et séries, et d'ailleurs j'en profite pour faire une grosse dédicace au copain Dylan qui lui quitte l'aventure YouTube. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc en plus de Dylan, j'en profite pour faire un coucou à Guide Barbu, Romain et Cinéphage, avec qui j'ai eu un grand plaisir à échanger sur les séries télé, et vivement le prochain live. J'ai aussi été contacté sur Instagram par un maître de conférence, Mathias, petite dédicace, pour participer à une table ronde dans un cinéma, donc devant un public, sur le sujet du patrimoine dans les séries. Vous avez peut-être pu voir les stories sur Insta. Donc même si j'aurais voulu tourner plus de vidéos longues notamment, je suis quand même assez content de cette première année au niveau des opportunités, au niveau des retours que me font les gens. Les commentaires sont super sympas, le contenu que je fais a l'air de plaire aux gens, donc ça fait vraiment très plaisir et ça donne de la force pour continuer. Et pour ça, je voulais vous dire un très grand merci à vous. Et peu importe le nombre de vues et d'abonnés, même si évidemment on a envie d'être vu et d'être apprécié par le plus grand nombre possible, je vais tout faire pour continuer de vous proposer le meilleur contenu possible en essayant de varier et surtout que ça vous plaise. Voilà. On va maintenant passer aux questions-réponses. Alors il n'y aura pas vraiment d'ordre dans les questions, je les ai vraiment prises pêle-mêle comme ça, donc ça va être sans vraiment fil conducteur. Donc j'avais Romain qui m'a posé la question, une série qui te rappelle un bon et un mauvais souvenir de vie. Et je vais répondre Scrubs pour les deux, pour la simple raison que c'est une série que j'aime énormément, que j'ai vue plusieurs fois et qui m'a fait énormément de bien à un moment où je n'étais pas bien du tout suite à une rupture amoureuse tout simplement, quand j'étais un peu plus jeune, et Scrubs m'a aidé à aller beaucoup mieux à ce moment-là. Donc voilà. On m'a demandé aussi quel était mon top 10 séries. Et c'est un petit peu délicat parce que j'ai jamais été un grand fan des tops et des classements, c'est pas trop ma génération, même si comme tout le monde j'ai mes préférences. Et ensuite il y a nos séries préférées qui sont les meilleures, et il y a nos séries préférées parce qu'on a une affection particulière pour elles, donc c'est toujours un petit peu délicat de jauger. Je vous ai parlé de Scrubs tout à l'heure, je peux vous parler de How I Met Your Mother que j'adore énormément, que j'ai déjà vu plusieurs fois, ou encore de 24 heures chrono dont je vous parlais tout à l'heure également, qui est la série par laquelle tout a commencé pour moi, mais qui font pas partie forcément de mon top 10, malgré le fait que j'ai énormément de tendresse pour ces séries. Après, il y a les séries qu'on a vues, il y a les séries qu'il faut qu'on revoie. Moi, je pense notamment à The Wire et Les Sopranos, qui sont deux immenses séries, mais dont j'ai vraiment pris la mesure après leur visionnage, en me documentant, notamment en lisant des bouquins, en écoutant des podcasts sur les séries. Et donc, nul doute que le revisionnage de ces deux séries qui sont prévues, j'espère, cette année, les referont remonter dans mon top, à n'en pas douter. Maintenant, ce qui est sûr aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est que j'ai Breaking Bad en top 1, j'ai Succession en top 2, j'ai Mad Men en top 3 et j'ai Six Feet Under en top 4. Voilà, c'est mon top 4 Serial Z pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, je peux vous dire aussi que Malcolm fait partie de mon top 10 parce que c'est, oui, une série avec laquelle j'ai grandi, bien que je ne l'aimais pas au début, mais quand on analyse et quand on regarde, c'est une série que je reprends énormément de plaisir à revoir parce que c'est une série avec tellement de niveaux de lecture qui aborde tellement de thématiques sur le revers du rêve américain, de la société américaine de façon générale. Donc ouais, c'est une série que je redécouvre avec un nouvel angle à chaque fois en fonction de l'âge à laquelle on la voit aussi, et c'est pour ça que je la trouve particulièrement brillante. J'ai Sherlock aussi très confortablement installé dans mon top 10 parce que c'est une série que j'aime énormément. J'adore l'ambiance, j'adore le duo d'acteurs, j'adore l'écriture,
l'écriture, j'adore la réalisation. C'est pareil, c'est une série que j'ai vue plein de fois. Moriarty en antagoniste, il est génial. Le travail sur la musique, enfin vraiment, j'aime vraiment tout dans cette série. Après, j'ai des séries comme Better Call Saul, Ozark, Barry, que j'aime énormément, très sous-côté, The Americans ou This Is Us, que je viens de finir d'ailleurs, qui sont vraiment dans le top 10, top 15. Pareil pour la série Ted Lasso ou encore Utopia, là, qui a vraiment été une claque monumentale. Et puis, je suis obligé de parler aussi de Game of Thrones, parce que même si oui, moi j'ai été déçu par la fin, comme beaucoup de gens, c'est une série qui m'a, moi, personnellement, fait vivre des moments extraordinaires dans la dimension, la portée qu'elle a, le côté spectaculaire, épique. Et même si je l'ai revu un poil à la baisse, c'est une série qui est aux portes de mon top 10, je pense, aujourd'hui. Et puis, je vous parle pas des mini-séries parce que sinon, on n'a vraiment pas fini, mais je peux aussi citer évidemment Band of Brothers, Chernobyl, The Night Of, qui, moi, a été une de mes plus grosses claques de ces dernières années, ou encore Sharp Objects, par exemple. On m'a demandé quand est-ce que j'allais commencer Boardwalk Empire. Alors j'espère cette année, mais c'est vraiment pas sûr non plus, dans le sens où j'ai beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses sur ma liste, beaucoup de choses qui se rajoutent sur ma liste. C'est une série que j'avais commencé à sa sortie en 2010 parce que HBO, parce que Martin Scorsese à la réalisation du pilote, parce que Steve Buscemi, parce que la prohibition, donc elle a tout pour me plaire, donc j'ai hâte de la découvrir vraiment celle-là. On m'a demandé aussi ce que je préférais entre The Wire et Les Sopranos. Donc comme je vous disais, c'est deux immenses séries que j'ai globalement aimées, voire plus qu'aimées, que j'ai prévu de revoir parce qu'elles ne sont pas encore dans mon top 10 je pense aujourd'hui. J'ai trop peu de souvenirs en vrai, et comme je vous ai dit, le revisionnage, je pense avec le niveau de lecture que j'ai aujourd'hui, va faire qu'elles vont remonter assez haut dans mon classement, et je pense surtout aux Sopranos. Donc je préfère Les Sopranos à The Wire. The Wire, j'ai pas ressenti le côté meilleure série de tous les temps que j'ai pu lire à droite à gauche, je l'ai pas ressenti personnellement, même s'il y a énormément de qualité. Et Les Sopranos, ça m'a plus parlé parce que j'ai été biberonné aux films de gangsters, aux films de mafia depuis que je suis tout petit, enfin depuis que je suis adolescent. Donc ça m'a plus parlé, et je pense que The Wire aussi nous touche plus les gens si on est américain, parce que ça traite vraiment du quotidien, des institutions aux États-Unis. Donc il y a peut-être plus de distance avec The Wire qu'avec Les Sopranos. Donc je vais dire Les Sopranos, et puis je pense que le rewatch va la faire remonter assez haut dans mon classement. Même type de question avec la suivante, on m'a demandé Breaking Bad ou Better Call Saul, et je vous ai répondu, j'ai Breaking Bad en top 1, donc la réponse est évidente. Maintenant, je trouve que le travail qui a été fait sur Better Call Saul est absolument fantastique. Vince Gilligan a réussi à créer un univers incroyable entre Breaking Bad et Better Call Saul. Le travail sur l'écriture, sur l'acting, sur la photographie, sur la réalisation, c'est vraiment encore, je pense, même peut-être un niveau au-dessus de Breaking Bad sur certains aspects. Et c'est une série qui est brillante parce qu'elle a su s'affranchir de Breaking Bad tout en étant parfaitement complémentaire. Et puis la saison 6 pour moi frôle la perfection. Petite anecdote, quand j'étais en congé paternité, la seconde moitié de la saison 6 sortait à raison d'un épisode par semaine, et malgré le besoin de sommeil et la fatigue que j'avais accumulée, je ne voulais pas rater la sortie de l'épisode de Better Call Saul. C'est dire vraiment la qualité de cette série sur toute cette dernière saison. Mais je vais choisir Breaking Bad parce que s'il y a vraiment une série qu'il faut que j'oublie pour la redécouvrir pour la première fois, c'est vraiment Breaking Bad qui m'a énormément marqué. On m'a demandé aussi quels étaient les animés que j'avais vus. Alors pour le coup, les animés, c'est vraiment un média sur lequel j'ai vraiment énormément de manque. J'en regarde quasiment pas, j'en ai quasiment pas vu. J'avais commencé l'Attaque des Titans que je n'ai pas continué, mais que j'ai prévu vraiment de me refaire un jour. J'avais regardé les 160 ou les 170 premiers épisodes de One Piece, mais au bout d'un moment, je trouvais ça beaucoup trop long, donc vas-y, j'ai arrêté. J'ai regardé Hajime no Ippo, l'animé sur le boxeur, que j'avais vraiment beaucoup aimé, pour le coup, ça j'ai vraiment kiffé. J'avais commencé Bakuman aussi, un étudiant qui veut devenir mangaka, mais j'avais pas continué. Par contre, la grosse claque animée que j'ai reçue, que je me suis prise en pleine face, c'est Death Note. Et c'est Mika, un de mes meilleurs amis que j'embrasse d'ailleurs, qui d'ailleurs est à l'origine de toutes les découvertes animées que je vous ai citées, qui m'a dit tu veux pas tester Death Note parce que je suis sûr que tu vas kiffer. Lui il avait déjà vu,
Et effectivement, j'ai adoré Death Note, j'ai trouvé le concept incroyable, j'ai trouvé visuellement qu'il était très beau et c'était hyper addictif quoi. Au bout de 2 épisodes, j'étais accro et ouais, donc la grosse claque animée pour moi ça a été Death Note. On enchaîne avec la question suivante, quel est ton personnage de série préféré? Alors j'ai toujours eu Walter White en personnage préféré, déjà parce que c'est ma série préférée. Je trouve le développement et l'évolution et la descente aux enfers de Walter White pendant les 5 saisons absolument incroyable à suivre, sans parler de la performance incroyable de Bryan Cranston évidemment. Et sinon sur ces dernières années, l'un des plus beaux, l'un des plus tragiques personnages écrits à la télévision et aussi l'un des mieux interprétés de tous les temps pour moi, c'est Kendall Roy de Succession, interprété par un Jeremy Strong époustouflant. Question suivante, y a-t-il des personnages dans lesquels tu te reconnais ou qui t'inspirent? Alors je suis quelqu'un qui essaie de prôner la gentillesse et la bienveillance dans mon quotidien, et pour le coup, il y a 2 personnages qui se rapprochent de ces valeurs. Le premier, c'est Jack Pearson de This Is Us, où en fait, quand j'ai découvert la série pour la première fois et que j'ai vu ce personnage, je me suis dit que j'aimerais ressembler le plus possible à ce mari et à ce père de famille. Et le second personnage, c'est Ted Lasso, de la série Ted Lasso, dont la gentillesse, la bienveillance et l'optimisme vraiment m'ont fait un bien fou. Et une dernière question dans le registre des personnages avec la question suivante, quel est ton top 5 des personnages de série? Donc je vais dire Walter White de Breaking Bad, Kendall Roy de Succession, je vais dire Dexter Morgan parce que je trouve que c'est un des personnages les plus fascinants qui a été écrit à la télévision. Je vais dire Jack Pearson de This Is Us. Et en 5, je vais dire Joséphine Carson de la série Engrenage qui est pour moi le meilleur rôle de la carrière d'Audrey Fleurot. Je vous invite d'ailleurs à revoir ma vidéo sur la série Engrenage, je vous mets le lien en description. Question suivante, combien de temps par jour consacres-tu aux séries? Alors je sais qu'en 2025 c'était beaucoup, ça dépend du nombre de séries que je regarde et ça dépend aussi du format, si c'est des formats courts ou des formats normaux, mais en moyenne je dirais que je suis à au minimum sur 1 par jour et ça peut aller de 2 épisodes à 4 épisodes par jour, de plusieurs séries différentes d'ailleurs. Quelles sont les séries de ton enfance? Ça c'est une question que j'aime beaucoup. Si on parle d'enfance, donc vraiment les années 90 où j'ai grandi, mon premier souvenir c'est MacGyver le week-end avec mes parents, mais aussi la magnifique série animée Batman de 1992 avec laquelle j'ai aussi grandi. Et si on avance un petit peu dans le temps, vers la préadolescence, comme je vous l'ai dit, c'est 24 heures chrono qui a été l'élément déclencheur. Est-ce que tu as une série plaisir coupable? Alors c'est très marrant parce qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, ma réponse est toujours la même, mais en soi c'est même pas un plaisir coupable parce que j'assume totalement, c'est Desperate Housewives, parce que c'est une série que j'ai connue quand j'étais au lycée, donc quand c'est sorti, et que j'aime énormément, je l'ai vu plusieurs fois, j'aime beaucoup l'écriture, même si en la voyant il y a quand même des trucs un peu red flag sur certains aspects. J'aime les personnages, pas tous, mais j'aime beaucoup de personnages, j'aime beaucoup les intrigues, j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup l'humour, donc si série plaisir coupable il devait y avoir, ce serait Desperate Housewives. As-tu regardé Younger et Years and Years? Alors non et non, par contre Years and Years est sur ma liste depuis un petit moment car ça a l'air assez captivant. Comment trouves-tu le temps de regarder autant de séries en conservant l'équilibre de ta vie perso? Donc les épisodes de séries, je les regarde en général sur mon trajet pour aller et pour rentrer du boulot, j'en regarde un aussi sur ma pause déjeuner. Et le soir, avec ma femme, on regarde un épisode de série aussi de temps en temps, parce que j'ai mes séries que je regarde moi, et j'ai les séries que je regarde aussi avec ma femme. On ne regarde pas toujours les mêmes choses. Cependant, j'essaye aussi évidemment de passer du temps avec ma femme, et aussi du temps avec mon fils, et essayer de trouver le meilleur équilibre possible tout simplement. Est-ce que tu possèdes toutes les plateformes? Non, je n'ai pas toutes les plateformes, cependant j'ai quand même souscrit à l'offre Canal Série Cinéma, à laquelle on pouvait rattacher le compte Netflix et HBO Max que j'avais déjà, ou Apple, je sais plus. Bon, en quoi qu'il en soit, j'ai quand même pas mal de plateformes, donc j'ai Netflix, j'ai HBO Max, j'ai Apple, Paramount+, Disney+, aussi à côté. Il y a juste Amazon Prime que j'ai plus en fait parce que je trouve qu'il y a vraiment pas assez de séries qualitatives de ce que j'avais vu en tout cas à l'époque, donc je me suis désabonné de Prime pour l'instant. Et quelle plateforme a les meilleures séries? Je suis obligé de citer HBO Max, rien que pour le catalogue HBO, quand on voit les séries qui sont proposées, c'est des séries qui ont marqué l'histoire de la télévision, donc je suis obligé de dire HBO Max. Cependant, je suis un fervent défenseur d'Apple TV aussi, car je trouve que c'est une plateforme sur laquelle il y a énormément de séries qualitatives, beaucoup de pépites
pas toujours cités, un peu moins connus, et que le rapport qualité par rapport au nombre de programmes, notamment comparé aux autres plateformes, est quand même super intéressant. C'est quand même une plateforme qui a sorti des séries assez singulières quand même sur ces dernières années, que ce soit évidemment Severance, Pluribus, rien que l'année dernière, entre Pluribus, Severance la saison 2, The Studio, pour moi, Apple a tout gagné l'an dernier sur les plateformes. Si vous regardez les séries comme Slow Horses, comme Disclaimer, comme Trying, que personne ne connaît, Shrinking, qui commence à avoir sa notoriété, il y a quand même vraiment beaucoup de très bonnes séries sur Apple TV. Quel épisode t'a le plus marqué et le plus déçu? Alors évidemment, il y en a beaucoup. J'ai comme beaucoup les classiques Ozymandias, le 5x14 de Breaking Bad, j'ai Connor's Wedding, le 3e épisode de la 4e saison de Succession qui a été une véritable claque. J'ai The Getaway aussi, le 12e épisode de la 4e saison de Dexter qui a été un traumatisme pas possible. Ou encore le 7e épisode de la 4e saison de Mad Men, The Suitcase, qui est pour moi l'un des plus grands épisodes de série télé. L'épisode final aussi de The Americans, c'est peut-être l'un des meilleurs finales de série. On a celui de Six Feet Under, enfin il y en a vraiment beaucoup. Mais l'épisode qui m'a le plus retourné et marqué émotionnellement, c'est l'épisode 9 de Band of Brothers, Why We Fight. C'est un épisode qui m'a complètement détruit émotionnellement, j'ai fondu en larmes. En fait, ceux qui ont vu la série comprendront, et ceux qui n'ont pas vu, foncez sur Band of Brothers sur HBO Max. Et pour les épisodes qui m'ont le plus déçu, ceux qui me viennent en tête, c'est la fin de Dexter originale, la fin de la saison 8, et aussi la fin d'une série que j'adore, l'épisode final, la conclusion même pas tout l'épisode, vraiment la conclusion de How I Met Your Mother qui m'a vraiment déçu. Ton genre de série préférée? C'est les séries dramatiques en priorité, les thrillers aussi, j'adore, les deux réunis c'est encore mieux. Maintenant, une bonne série comique, j'en suis très friand aussi. Quels sont tes BO de séries préférées? Game of Thrones va vite venir dans la conversation parce que Ramin Djawadi a fait quand même un travail assez fantastique. Rien que pour Light of the Seven, je trouve c'est prodigieux, donc je vais citer Game of Thrones. J'ai toujours énormément aimé le travail qui a été fait sur des séries comme Dexter et Sherlock. Je trouve qu'ils participent énormément à l'ambiance globale de la série et ça fonctionne assez bien. La BO d'Utopia aussi, je trouve, est complètement hypnotisante, dérangeante, hyper singulière et pareil, ça participe grandement à l'atmosphère de la série et c'est captivant. Mais si je devais en choisir qu'une, ça serait la BO de Succession de Nicolas Britell. Le travail est complètement dingue, les airs épiques, les airs de musique classique tout du long, ça participe à l'ambiance grandiose de cette magnifique série. Et c'est une BO que je me réécoute régulièrement, donc ça sera celle-là. Comment choisis-tu les séries à regarder? Goût personnel ou bouche à oreille? Eh bien un peu de tout ça en fait, je me fais des listes de séries comme tout le monde. Je pars du principe qu'on peut pas tout voir parce qu'il y a de plus en plus de séries, il y en a vraiment trop pour le coup je trouve. Donc j'essaie de prioriser entre les classiques, les grosses séries qu'il faut que je rattrape pour celles que j'ai pas vues. Je regarde les nouveautés qui peuvent sortir, je regarde ce qui a été fait un petit peu aussi avant. Je me base beaucoup sur les synopsis des séries, voir si ça m'intrigue ou pas déjà sur le sujet, sur ce dont ça parle. Pour les séries étrangères notamment, j'avais été revoir aussi une liste sur Sens Critique et ça m'avait permis de découvrir une série comme La Mafia tue seulement l'été, qui était dispo sur Arte et qui était l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Après, il m'arrive d'en donner, mais je suis aussi preneur de bons conseils, donc forcément j'écoute aussi les avis, les conseils des gens qui peuvent m'en donner. Donc je note, je vois, je rajoute à ma liste, je regarde aussi pour me faire mon propre avis à moi. Après, il y a le bouche à oreille, il y a la série The Pitt, que vous avez peut-être vu ma vidéo. J'avais arrêté dans un premier temps après 3 épisodes parce que je trouvais rien de nouveau, ce qu'on n'avait pas déjà vu dans une série médicale depuis 30 ans. Et puis malgré tout, après tous les bons retours, tous les prix que ça a remporté, je persiste que pour moi Severance aurait dû remporter l'Emmy de la meilleure série, mais c'est un autre débat. Je me suis dit mince, est-ce que je rate pas quelque chose? Est-ce que je lui redonnerai pas sa chance aussi? Il y a des fois, il y a des bons moods pour regarder une série, on n'est pas dans les bonnes dispositions. Donc j'ai redonné sa chance à The Pitt. Et si je maintiens ce que j'ai pu trouver entre guillemets comme défaut au début, après 3 épisodes, j'ai quand même fait un petit mea culpa en affirmant que c'est effectivement une très bonne série médicale et une très bonne série de l'année dernière. Celle-là, je l'aime bien, c'est si tu pouvais faire une série, quel en serait le pitch et quel serait ton casting parfait? En réfléchissant à cette série, je me suis dit qu'une série de voisinage dans une banlieue un petit peu huppée, une espèce de mélange entre The White Lotus, Desperate Housewives et DTF Saint-Louis là que je suis en train de regarder, qui est vraiment pas mal pour le coup, où se mélangerait secrets de voisins, crimes, adultère, etc. Ça pourrait vraiment être pas mal.
avec une belle écriture de personnages, avec une intrigue intéressante évidemment. Mais en vrai, peu importe le pitch, si dans ma série j'ai un casting composé par exemple de Bryan Cranston, de Jeremy Strong, de Laura Linney qui est une actrice que j'aime énormément, et de Toni Collette. Voilà, je pense que ce quatuor-là ferait un casting idéal pour ma série idéale. Et on arrive à la dernière question, c'est mon pote Chris, je crois, sur Twitter, qui m'avait demandé peux-tu nous montrer ta collection de DVD? Oui, je peux. Alors on va commencer avec deux petites merveilles de mini-séries dont on a parlé, Tchernobyl et The Night Of, qui sont deux mini-séries HBO tout bonnement incroyables, donc si vous les avez pas vues, je vous les conseille. Je vous fais un peu pêle-mêle le coffret de l'intégrale de Breaking Bad, du coup, ma série préférée, de ce très beau coffret, voilà. Je vous ai pas sorti tous les coffrets parce qu'il y a 9 saisons, mais j'ai l'intégrale de 24 heures chrono, la série par laquelle tout a commencé, donc les 9 saisons plus le film entre la saison 6 et 7, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, entre 6 et 7, donc voilà, 24 heures chrono. Nous avons ici la merveilleuse Succession, encore une fois par HBO, avec les reflets de la lumière, c'est super, voilà, donc rien de plus à signaler. HBO toujours avec le coffret de l'intégrale des Sopranos, l'une des séries les plus influentes de l'histoire de la télévision, qui a su apporter le mythe de l'anti-héros à la télévision avec l'incroyable James Gandolfini dans la peau de Tony Soprano. Voilà. Je m'étais acheté aussi à l'époque les 2 premières saisons de Twin Peaks avant que la saison 3 ne soit annoncée ou ne sorte, je sais plus, je crois qu'elle n'avait même pas été annoncée. Je savais que c'était un classique des séries télé. J'avais commencé à l'époque, quand je l'ai acheté, j'avais un peu décroché, etc. J'ai pas tout rattrapé depuis, il faut que je lance la 3e saison. Et malgré un ventre mou dans la 2e saison, ça reste quand même assez prenant et le film est incroyable. Je vous ai parlé de mon amour pour cette série, l'intégrale de Sherlock, voilà, on voit mieux comme ça, donc les 4 saisons de Sherlock, c'est bien au chaud ici à la maison. On enchaîne avec la première grosse série production HBO avec l'intégrale de Oz, donc si vous aimez les séries violentes, si vous aimez les séries dramatiques, si vous aimez les séries carcérales, Oz est la référence absolue. J'ai aussi cette série qu'on cite pas trop, mais qui est pourtant excellente, Friday Night Lights, du coup, série en 5 saisons sur la vie d'une équipe de foot lycéenne au Texas, avec les différents problèmes, les matchs, les entraîneurs, les joueurs, mais aussi leurs problèmes d'adolescents, de lycéens, etc. Très mature dans l'écriture et les interprétations, avec notamment Kyle Chandler qui est absolument génial, et un des premiers rôles aussi de Jesse Plemons avant Breaking Bad. Beaucoup de coffrets HBO et on continue avec l'intégrale de The Wire, du coup sur écoute en français. Voilà, écoutez, monument de la série télé américaine, et j'en ai le coffret également. Celui-là il prend de la place mais que je suis content de l'avoir, et c'est ma petite sœur qui me l'avait offert. C'est l'intégrale de Malcolm, les 7 saisons, voilà, série intemporelle, magnifique, drôle, vraiment très intelligente. Voilà, pas très fan du revival, je vais pas vous le cacher, ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, allez savoir. En tout cas, je suis très content d'avoir ce coffret. Merci Justine. Une autre série comique des années 2000 qui m'est très chère, qu'on a déjà abordé avec l'intégrale de Scrubs. Voilà, le coffret des 8 saisons, 9 saisons avec l'affreuse saison 9 qui n'aurait jamais dû voir le jour. Mais les 8 premières saisons sont évidemment déjà très satisfaisantes et font vraiment du bien. Et pour le coup, j'ai commencé le revival de Scrubs qui, lui, pour le coup, est plutôt bon pour l'instant, voire même très surprenant de façon très positive. Mais pareil, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, donc je ne veux pas trop en parler non plus. Et on termine avec encore un coffret HBO, de toute façon j'ai plus de place après pour ranger mes DVD, donc ce sera le dernier, avec l'intégrale de Game of Thrones, voilà, bel objet aussi il faut le dire, 8 saisons quand même assez épiques qui nous ont fait vivre des choses comme rarement une série aura pu le faire, quoi qu'on puisse penser de la fin et même de la série en général. Son impact sur la télé est indéniable. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bilan / FAQ. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des envies, des idées, si vous avez juste envie de me dire un mot sympa. Ça fait évidemment plaisir. Sachez que je les lis tous et je réponds à tout le monde.
Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous, ça donnera de la force, ça donnera envie de continuer à vous proposer plein de contenus, de vous faire plein de jolies vidéos. Regardez plein de séries, prenez soin de vous, moi je vous embrasse et on se dit au prochain épisode. Ciao!